Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako. Il est 13 heures. Le journal Ibrahima Traoré. Journée nationale de la souveraineté retrouvée, un événement historique au Mali, célébré un peu partout à travers le pays. C'est à travers différentes activités. À Bamako, le Premier ministre est à l'Université des Lettres et des Sciences de Bamako où il anime une conférence en face des étudiants du monde universitaire. Et plusieurs membres du gouvernement sont à l'intérieur également du pays pour marquer cette journée directement avec les populations. Nous consacrons une large page à cette journée assez symbolique et riche en symboles pour les Maliens dès le début de cette édition. À suivre toute l'actualité internationale également dans cette édition. Et puis, le journal des sports, ce sera avec vous, Famourou Djourté, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors, quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? La page sport est dominée par la CAN 2023. Après la Côte d'Ivoire, le Nigeria, l'Égypte et le Ghana, 3 autres prétendants font leur entrée en lice ce dimanche 14 janvier. Les Aigles du Mali, eux, entrent en lice mardi 16 janvier à 20h. Ce sera contre l'Afrique du Sud. Et l'actualité oblige, le Real Madrid et le FC Barcelone se retrouvent en finale de la Super Coupe d'Espagne à Riyad ce soir en Arabie Saoudite. L'actualité des sports à ne pas manquer avec Famourou Djourté dans un peu plus de 20 minutes. Et puis, Focus Santé porte ce dimanche sur l'infertilité des couples. Rendez-vous en fin de journal avec Koumba Sissé. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Encore une fois, nous sommes dimanche 14 janvier 2023. C'est la journée nationale de la souveraineté retrouvée. Le Mali célèbre ce dimanche 14 janvier la journée nationale de la souveraineté retrouvée, un événement marqué par une série d'activités à Bamako et à l'intérieur du pays. En ce moment, le Premier ministre se trouve à l'Université des Lettres et des Sciences de Bamako où il anime une conférence sur le sens et la symbolique justement de cette journée. Sur place, nous avons en ligne Alouseni Touré, bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré, bonjour à tous. Alors, que peut-on retenir justement de l'échange entre le Premier ministre et le monde universitaire, notamment les étudiants ce matin? Alors, le Premier ministre, effectivement, a pris part avec sa délégation dans l'amphithéâtre de 500 places. En face de lui, une demi-douzaine de ministres du gouvernement et les étudiants de l'université de Kabbalah venus nombreux assister à cette conférence justement présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga. Le thème général de cette conférence est les enjeux de la souveraineté dans un contexte marqué par la restauration de l'intégrité du territoire national à travers les actions salvatrices des forces armées nationales. L'intervention du Premier ministre a été précédée notamment par celle du porte-parole des universitaires, ensuite du ministre en charge de la refondation et de son collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le thème lui-même sera scindé en deux parties. Le premier sous-thème est intitulé « La contribution de l'université à la promotion du patriotisme et la consolidation de la souveraineté nationale du Mali ». Ce thème sera développé par le professeur Nouhoum Salif Munkoro. Le deuxième sous-thème intitulé « L'engagement patriotique au Mali, défis et perspectives » est développé par le professeur Belko Tamboura. Les échanges avec les participants meubleront donc le reste de la conférence. Je rappelle, présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Merci. À vous, Ibrahim Traoré. Merci beaucoup, Alouseni Touré. Je rappelle que vous êtes à Kabbalah, la cité universitaire où se trouve le Premier ministre en ce moment, donc, qui a lancé les activités donc, de cette journée nationale de la souveraineté retrouvée. Et puis, nous ferons tout à l'heure le tour de quelques capitales régionales où se trouvent certains membres du gouvernement.
En attendant, dans un message hier soir, le département en charge de la refondation de l'État a rendu un hommage appuyé au peuple malien pour le combat de la souveraineté. Ibrahim Ikassa Maïga s'est adressé donc à ses concitoyens au nom du gouvernement. Synthèse de son message avec Sokona Kamisoko. Tout est parti un vendredi 14 janvier 2022. Ce jour-là, plus de 4 millions de personnes se sont mobilisées au Mali et à l'étranger pour dénoncer les sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO contre notre pays. Cette mobilisation patriotique et inédite était une réponse à l'appel des autorités de la transition. Dès lors, le 14 janvier symbolise la lutte pour la souveraineté retrouvée au Mali. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Comme un seul homme, les Maliennes et les Maliens, à l'intérieur comme à l'extérieur, se sont dressés pour contrer cette volonté d'arrêter le processus de refondation décidé par les Maliens. Oui, ce 14 janvier 2022, il a fallu de la détermination au Mali. Oui, nous avons tenu face à ces sanctions, face à l'ignominie, face à la méchanceté. Le peuple malien a montré sa résistance et sa résilience. Pour saluer et magnifier cet acte patriotique, le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a décidé de commémorer désormais cette date historique. Cette journée permet également aux décideurs de jeter un regard rétrospectif sur les progrès accomplis en matière de lutte pour la souveraineté. Le peuple malien a su définir et tracer sa voie avec des principes phares comme le respect de la souveraineté du Mali en toutes circonstances, le respect des choix stratégiques et des partenariats opérés par le Mali, mais également la défense des intérêts supérieurs du peuple malien dans toutes les décisions prises. Le contexte particulier de cette année est la reconquête de Kidal, que les forces armées maliennes, avec bravoure, stratégie, intelligence, ont pu ramener dans le giron du Mali. Aujourd'hui, l'intégrité territoriale du Mali est sauf. Cette deuxième édition de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée sera marquée par des leçons modèles, des symposiums et des conférences en milieu scolaire et universitaire. Le tout pour mieux expliquer le bien fondé de ce combat. Oui, Sokona Kamisoko, plusieurs activités au menu de cette journée historique de la souveraineté retrouvée. Faisons un tour de quelques capitales régionales pour en savoir davantage. Partons d'abord dans la cité du Kénédougou où plusieurs membres du gouvernement se trouvent d'abord, je le disais, plusieurs membres du gouvernement se trouvent sur le terrain pour aller partager donc avec les populations cette victoire du peuple malien le 14 janvier contre l'injustice. Alors, à Sikasso, nous avons en direct Moustapha Doumbia. Bonjour. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors, comment cette journée est célébrée dans la cité du Kénédougou? Qu'est-ce qui est prévu au programme? Alors, Ibrahim Traoré, il faut dire que c'est une journée de la souveraineté retrouvée, bien magnifiée ici à Sikasso. Le grand rendez-vous est prévu très bientôt, c'est à 14h au stade municipal où je suis présentement. Il est question des meetings sur la journée, son importance, la mobilisation des citoyens pour renforcer et pérenniser les acquis. Ici, au stade municipal, déjà, les forces de sécurité, c'est-à-dire la police et la protection civile, ont déjà pris position. Un podium aux couleurs nationales a été installé et quelques invités sont déjà sur place, plus les membres de la commission d'organisation. Il faut noter, Ibrahim, que c'est l'ensemble des forces vives de Sikasso qui organisent la célébration de cette journée. Il y a la coordination régionale du M5RFP, la société civile, la forçade civile, Fusil Mali, bref, les associations et mouvements de soutien à la transition. Ce qui est aussi important, c'est la participation des communautés du Burkina Faso et du Niger. Les porte-paroles de ces communautés ont d'ailleurs véhiculé depuis hier des messages de sensibilisation et de mobilisation sur les réseaux sociaux afin que personne ne reste en marge de cette journée.
Et pour aujourd'hui, le programme est consacré au meeting au stade municipal. Et il est attendu plusieurs invités et personnalités, dont des membres du Conseil national de transition et l'exécutif régional. Les activités vont se poursuivre demain par la montée des couleurs au gouvernorat et une leçon modèle selon les informations que nous disposons présentement, Ibrahim Traoré. Merci beaucoup, Moustapha Doumbia. Je rappelle que vous étiez en direct de Sikasso. Cette deuxième édition de la journée de la souveraineté retrouvée intervient dans un contexte marqué par la restauration de l'intégrité du territoire national avec la reprise notamment de Kidal par les forces armées maliennes aux mains des groupes armés terroristes. Le ministre en charge de la réconciliation nationale est arrivé justement ce matin à Kidal, d'où nous avons en ligne Sidi Elmedi Ag Al-Baka. Bonjour. Quel est le programme de cette journée à Kidal? Ibrahim, bonjour. Effectivement, le colonel-major Ismail Ouagé, ministre de la Réconciliation nationale, est arrivé à Kidal ce matin à bord du CASA des forces armées de sécurité maliennes dans le cadre de la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée le 14 janvier, initiée par les autorités de la transition. La région de Kidal n'est pas restée en marge. Ibrahim Traoré, il faut le dire, c'est un accueil de grand jour qui a été réservé au ministre de la Réconciliation avec la fanfare, une première depuis 11 ans, et l'exécution de l'hymne national. En termes de programme, il faut noter que le ministre a déjà rencontré les autorités traditionnelles. Après un bref échange, la délégation a mis le cap sur le gouvernorat de Kidal. Dans quelques instants, la montée des couleurs va suivre et puis la conférence avec toutes les forces vives de Kidal. Autre activité prévue, c'est une leçon modèle, on peut le dire ainsi, au niveau de l'école BAM de Kidal, une journée de don de sang, mais aussi une journée de sensibilisation sur les valeurs patriotiques. Merci beaucoup Sidi Elmedi Ag Al-Baka en direct de Kidal. Eh bien, de Kidal, rendons-nous à Ségou où se trouve Ramata Konaté. À l'instar des autres capitales régionales, la cité des Balanzans célèbre également ce 14 janvier chargé de symboles pour les Maliens. Ramata Konaté, est-ce que vous êtes en ligne? On me signale que Ramata Konaté n'est pas en ligne et repartons dans le septentrion malien, précisément à Gao. Là aussi, la journée est célébrée, notamment à travers plusieurs activités. L'événement mobilise autour des autorités régionales toutes les couches socio-professionnelles de la région. Aliou Idrissa Maïga est en ligne de la cité des Askia. Que peut-on retenir du programme de cette journée à Gao, Aliou? Merci à vous, Ibrahim Traoré. Merci à l'ensemble des auditeurs de La Voix du Mali, la radio nationale. Je rappelle que, comme vous l'avez si bien dit, la journée de la souveraineté retrouvée a été fêtée aussi au niveau de la région de Gao avec Fastin. Ce matin, d'abord, le ton a été donné au niveau de la place de l'indépendance de Gao où étaient présents, en tout cas, les représentants de toutes les communautés, les légitimités traditionnelles ainsi que les autorités régionales. Ils étaient tous là, en tout cas, pour marquer cette journée historique à travers tout d'abord la montée traditionnelle des couleurs. Et après la place de l'indépendance où il y a eu beaucoup de témoignages, beaucoup d'interventions au pupitre, les gens se sont dirigés vers la grande salle de conférence du gouvernorat de Gao où le conseil supérieur, en tout cas Zilgad, a donné rendez-vous à l'ensemble des communautés pour échanger en tout cas sur la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble. L'acte est en train de se dérouler actuellement, sinon à l'instant même où je suis en train de vous parler. Et puis, comme si ça ne suffit pas, la population de Gao a décidé quand même de mener plusieurs autres activités, par exemple au niveau des structures sanitaires, au niveau du CCRF de Gao précisément, il y a un don de sang qui a été organisé par des bonnes volontés. Depuis ce matin, les citoyens sont en train de donner du sang, en tout cas pour venir en aide aux forces de défense et de sécurité ainsi que tous ceux qui sont dans le besoin. Cet après-midi, pour boucler, en tout cas, l'ensemble des artistes au niveau de Gao ont donné rendez-vous, les artistes ont donné rendez-vous à la population de Gao au niveau du stade Kasseketa où une grande manifestation artistique et culturelle est prévue et c'est là jusqu'au petit soir
comme pour vous dire que les artistes aussi comptent, en tout cas, apporter leur pierre à l'édifice. Voilà, l'ensemble de ces activités, Ibrahim Traoré, seront chapeautées par le chef de l'exécutif régional, le général de brigade Moussa Traoré, au four et au moulin, avec tout son cabinet. En tout cas, depuis ce matin, ils étaient au niveau de la place de l'Indépendance et ils comptent aussi accompagner la jeunesse à travers toutes les activités que j'ai eu à citer au début. Merci beaucoup Aliou Idrissa Maïga depuis Gao. Forte mobilisation donc des Maliens ce dimanche 14 janvier pour célébrer une journée historique. Je vous l'annonçais, Ségou n'est pas donc resté en marge de cet événement. Nous avons en direct Ramata Konaté depuis la cité des Balanzans. Bonjour Ramata. Bonjour Ibrahim Traoré. Alors qu'est-ce qui est prévu à Ségou aujourd'hui? Alors, pour cette journée nationale de la souveraineté retrouvée, le gouverneur de Ségou sonne la mobilisation cet après-midi à la place de l'Indépendance. Toutes les composantes de la région de Ségou se donnent ainsi rendez-vous pour célébrer la souveraineté retrouvée. Au programme, la montée des couleurs, la remise d'attestations, plusieurs interventions dont celle des notabilités de la société civile, des autorités régionales, sur le contexte de cette journée nationale de la souveraineté retrouvée qui, on se rappelle, le 14 janvier 2022, Ibrahim Traoré, les Maliens sont sortis massivement pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA à l'encontre de notre pays. À travers cette forte mobilisation, les Maliens ont prouvé encore une fois ce jour qu'ensemble, nous pouvons. Et cette journée du 14 janvier 2024 est donc l'occasion pour les Ségoviens de renouveler cet appel aux Maliens pour continuer ensemble comme un seul homme cette lutte afin de circonscrire les agressions d'où qu'elles viennent. Pour cette deuxième année consécutive de célébration de cette journée nationale de la souveraineté retrouvée, c'est le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Coulibaly Mariam Maïga, qui préside l'événement à Ségou. Toujours dans le cadre de cette journée, Ibrahim Traoré, demain, la ministre va participer à une conférence sur le thème langue nationale et souveraineté. Des experts vont développer ce thème à l'université de Ségou devant un parterre d'invités. Merci beaucoup Ramata Konaté en direct de la cité des Balanzans Ségou. Et voilà donc ce qu'on pouvait retenir en ce moment précis, à 13h passées de 17 minutes de la célébration de ce 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée. Un événement qui est célébré un peu partout à travers le pays. Je rappelle que le Premier ministre est en ce moment à l'Université des Lettres et des Sciences de Bamako où il anime une conférence sur notamment le sens et la symbolique de cette journée nationale de la souveraineté retrouvée. Le 14 janvier, rappelez-vous, les Maliens étaient sortis massivement le 14 janvier 2021 pour dire non aux sanctions illégales, illégitimes et injustes des organisations comme la CEDEAO et l'UEMOA. Le Mali qui célèbre donc aujourd'hui le 14 janvier avec faste. L'actualité hors de nos frontières, à présent sur le continent. D'abord aux Comores, près de 340 000 électeurs votent depuis ce matin pour l'élection présidentielle. Le président sortant Azali Assoumani, donné favori, grand favori de ce scrutin, fait face à 5 candidats de l'opposition. On en parle avec vous, Bourama Traoré, bonjour. Bonjour, Ibrahima Traoré. Alors la présidentielle de ce dimanche aux Comores a une particularité, laquelle ? Elle est relative à l'exclusion de la diaspora comorienne du vote. Selon le ministre comorien des Affaires étrangères, elle est estimée à 600 000 personnes, dont 300 000 vivent en France. L'opposition parle du grand scandale de l'élection présidentielle de ce dimanche, une mesure antidémocratique, dit-elle, qui vise à favoriser la réélection du président sortant. Les 340 000 électeurs doivent donc choisir entre lui et les 5 candidats de l'opposition. Azali Assoumani attend poursuivre son plan Comore émergent. Ses partisans croient au coup KO, c'est-à-dire une réélection dès le premier tour. Élu en 2016, Azali Assoumani a le soutien de l'Alliance pour la mouvance présidentielle. Ses adversaires prétendent réaliser ce qu'il n'a pas pu faire en 8 ans, ou du moins si
attelés. Tous estiment être les mieux à œuvrer pour le développement de l'archipel, dont près de la moitié des 836 000 habitants vivent sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale. Les Comoriens attendent donc du nouveau président de la République des actes concrets en matière de lutte contre la vie chère, d'accès à l'électricité et à l'eau. Autre défi qui attend le nouveau chef de l'État, c'est l'amélioration de la carte sanitaire du pays, le renforcement de l'éducation et de la formation professionnelle des jeunes. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Bourama Traoré. Le mouvement patriotique du salut MPS, nous sommes au Tchad, ex-parti au pouvoir sous Idriss Déby, père, a investi le président de transition comme son candidat à la prochaine élection présidentielle. Mohamed Sangaré, bonjour. Et bonjour Ibrahim Traoré. Vous suivez ce dossier pour 13h dimanche. Alors, comment cette désignation de Mahamat Idriss Déby comme candidat est intervenue? Les choses sont allées très vite hier samedi matin à N'Djamena, 2 heures à peine après l'ouverture de leur congrès extraordinaire consacré officiellement à la redynamisation du parti. Les congressistes du MPS ont approuvé par acclamation la désignation de Mahamat Idriss Déby comme président d'honneur avant de l'investir dans la foulée comme leur candidat à la prochaine élection présidentielle. Pas de débat dans la salle, aucun vote organisé. Le choix de Mahamat Idriss Déby comme candidat a été opéré en amont par un comité d'organisation constitué des caciques de l'ancien parti au pouvoir. Le MPS n'a jamais fait mystère de sa volonté de l'adouber, reconnaissait l'un d'eux. Ils ont planché pendant 10 jours sur une modification des tests directeurs du MPS afin de le mettre au diapason de la 5e République. Ils se sont également mis d'accord sur les nouveaux dirigeants du parti qui ont été adoubés par les militants du MPS, toujours par acclamation. La nouvelle constitution du Tchad n'empêche pas le président de transition de briguer la magistrature suprême pour l'après-transition. Selon un chercheur tchadien, Mahamat n'a plus le temps de mettre en place sa propre formation politique et pour les MPS, c'est la garantie de rester le parti au pouvoir avec les mêmes privilèges et la même présence sur la gestion des affaires publiques qu'à l'époque de Déby père. Mais le MPS prévient, le président de transition n'a pas été consulté et c'est une demande à laquelle il n'a pas encore répondu, a insisté l'un de ses principaux cadres, ajoutant que c'est à lui d'accepter ou de refuser le moment venu. Ibrahim. Merci beaucoup, Mohamed Sangaré. En République démocratique du Congo, les premiers résultats des législatives sont publiés par la CENI. Au total, 477 députés élus pour le compte de 44 partis et regroupements politiques. L'UDPS de Félix Tshisekedi, le président, emporte plus de sièges pendant que l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation de Denis Mukwege n'a pas atteint le seuil de la représentativité. On en sait plus avec vous, Lassine Keita. Ces résultats tant attendus sont finalement publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Désormais, 477 députés nationaux sur 500 doivent siéger à l'Assemblée nationale issus de 44 partis et regroupements politiques. Ces résultats pourront être complétés par la liste des circonscriptions où les élections ont été annulées pour perturbation du déroulement des votes et celles où les scrutins n'ont pas été organisés à cause de l'insécurité. Selon la CENI, plus de 17 millions de suffrages sont valablement exprimés au niveau national avec un taux de seuil légal de représentativité de 1%. L'UDPS de Félix Tshisekedi remporte plus de sièges. La plupart de ses alliés, y compris les présidents des chambres du Parlement, Christophe Bosso et Bahati Lukwebo, le Premier ministre Sama Lukonde, ainsi que tous les vice-premiers ministres, candidats tels que Vital Kamerhe, Jean-Pierre Liho et Christophe Lutundula ont été élus. La surprise de ces résultats est l'absence de l'opposition. Denis Mukwege de l'Alliance des Congolais pour la refondation de la nation n'a pas atteint le taux de représentativité d'1%. De son côté, Moïse Katumbi appelle à l'organisation de nouvelles élections. Retour à l'actualité nationale. La 20e édition du Festival sur le Niger de Ségou se tiendra du 30 janvier au 4 février 2024 sous le thème Jeunesse et Tradition. Cette 20e édition est placée sous le signe de la célébration culturelle au service du développement local dans la pérennisation des acquis,
Les organisateurs étaient face à la presse sur les berges du fleuve Niger à Ségou pour parler justement de cette édition 2024. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux dans la cité de Balanzan, Cheikh Oumar Sangaré, Oumar Traoré. 20 ans dans la vie d'un festival, ça s'est fait à Ségou. Le festival sur le Niger est synonyme de 20 ans de développement local par le biais de la culture. Nouhoum Diarra, maire de la commune urbaine de Ségou. Cette activité culturelle est aujourd'hui un pan de la souveraineté malienne car bâti sur la culture, bâti sur la promotion de l'art et la créativité. Tout le monde entier a déjà inscrit dans son agenda cette date historique des événements des éditions du Festival sur le Niger. Bouraïma Angoïba, directeur de cabinet du gouverneur de Ségou. Vous avez défié tous ceux qui ont tenté quand même de peindre notre pays à des couleurs qu'ils veulent pendant quand ils veulent. Et là, on se lève un jour, on dit que voilà, c'est en rouge, aujourd'hui c'est en vert, mais nous estimons que nous sommes en vert. Donc c'est pour rassurer tous les festivaliers, tous ceux qui veulent venir à Ségou, qui seront les bienvenus, Et je pense que la fête sera belle. En plus des activités traditionnelles comme la foire artisanale, les rencontres professionnelles, la caravane culturelle et autres expositions, la nuit du pain tissé sera l'une des grandes attractions du festival sur le Niger 2024. Le tout se déroule sous le thème jeunesse et tradition. Djibril Guissé, coordinateur de la 20e édition du festival sur le Niger. Notre pays a vécu et vit encore des moments de crise. Et ces crises sont dues essentiellement, de notre point de vue, à celle de la valeur, à la crise des valeurs. Donc il est extrêmement important qu'on ouvre le débat, qu'on échange avec la jeunesse, avec toutes les couches de la société civile sur la responsabilité de la jeunesse dans la construction de notre nation. Donc c'est pourquoi nous avons décidé quand même d'opter pour ce thème qui cadre bien avec le contexte actuel. On a besoin d'une jeunesse active, responsable, mais profondément ancrée dans nos valeurs traditionnelles que l'on appelle le Maya. Festival sur le Niger 2024, c'est aussi une centaine de spectacles scéniques avec en toile de fond de la musique et comme tête d'affiche Sidiki Diabaté et Salif Keïta. La quintessence de la musique mandingue sera reconstituée dans une combinaison de doigtés de guitare. Ségou Bembeya de la Guinée et Mama Sissoko de Super Biton. Ségou, Cheikh Oumar Sangaré, Oumar Traoré pour l'ORTM. On en vient au journal des sports. Une affaire de Famourou Djourté bien installée dans ce studio. Rebonjour Famourou. Bonjour Ibrahima Traoré. Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire qui a tenu son rang en match d'ouverture ce samedi contre la Guinée-Bissau 2-0. Le Nigeria, l'Égypte et le Ghana, 3 autres prétendants, font leur entrée en lice ce dimanche 14 janvier. Oui, les Super Eagles avec leur armada de stars rencontrent tout à l'heure à partir de 14h GMT la teigneuse équipe de Guinée équatoriale. Le Zalan ne vient pas assez souvent à ce banquet continental. C'est seulement sa 4e participation, mais à chaque fois qu'il s'invite à la compétition, il fait tomber un grand. Le Sénégal en 2012, la Tunisie en 2015 et l'Algérie en 2021. Teigneux et accrocheurs, les Équato-Guinéens sont le plus souvent très difficiles à manœuvrer. Ils devront être solides pour résister aux superstars nigérianes et surtout à Victor Osimhen. Pour l'instant, le Ballon d'Or africain 2023 a une histoire compliquée avec la CAN. Dans la liste de 23 en Égypte en 2019, il ne dispute que 45 minutes en 7 matchs du Nigeria. Médaille de bronze, et à la CAN 2021 alors qu'il devait porter l'attaque des Super Eagles, le joueur de Naples se blesse au visage et est obligé de déclarer forfait. Juste après, le Nigeria, ce sera au tour du vice-champion d'Afrique, l'Égypte, d'entamer sa compétition contre le Mozambique pour le compte du groupe B à 17h GMT. Les Pharaons, finalistes 5 fois lors des 9 dernières éditions, ont une folle envie d'aller chercher la 8e étoile. Comme Osimhen, Mohamed Salah, la star de la sélection égyptienne, a un rapport difficile avec la CAN, alors qu'il est incontestablement le meilleur joueur et le meilleur égyptien à avoir évolué en Europe. L'ailier de Liverpool n'a d'abord pas pu qualifier l'Égypte aux éditions 2012, 2013 et 2015. Ensuite, il a connu 3 déceptions en phase finale avec 2 revers en finale 2017 et 2021 et une élimination en 8e de finale dans son pays en 2019.
Mohamed Salah démarre donc sa mission reconquête contre le Mozambique qu'il a affronté pour la dernière fois en 2013. Il avait d'ailleurs été l'unique buteur de cette rencontre. Enfin, pour boucler ce deuxième jour de compétition, le Ghana fait face au Cap-Vert, toujours dans le groupe B. Les Black Stars n'ont pas brillé lors de la précédente édition, terminant dernier et sans aucune victoire d'une poule composée du Maroc, du Gabon et des Comores. Cette fois-ci, les Ghanéens sont opposés aux requins bleus. Comme la Guinée équatoriale, le Cap-Vert ne vient pas souvent à la CAN, mais lorsqu'il est là, il ne vient jamais en victime expiatoire. Je le disais, le pays hôte, la Côte d'Ivoire, a démarré par une victoire tranquille face à la Guinée-Bissau. Oui, la Côte d'Ivoire démarre fort à la CAN 2023. Pour son premier match, le pays hôte s'est imposé contre la Guinée-Bissau 2-0 sans trembler. Seko Fofana a ouvert le score à la 4e minute sur une superbe frappe à l'entrée de la surface de réparation. L'ancien joueur du Racing Club de Lens manquera d'inscrire un doublé quelques minutes plus tard. Sa frappe lointaine bute sur la barre transversale. C'est finalement Jean-Philippe Carasso qui mettra les siens à l'abri au retour des vestiaires. À la 58e minute, l'attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade négocie un ballon compliqué dans la surface des Djurtou et finit par tromper le gardien. Une belle entame qui permet aux Ivoiriens d'enregistrer leur première victoire et d'attaquer les prochains matchs avec plus de sérénité. Buteur et homme du match, Seko Fofana s'est réjoui de l'entame de la Côte d'Ivoire dans cette 34e édition de la CAN, mais le milieu ivoirien souligne des erreurs qu'il faudra corriger avant la deuxième sortie jeudi face au Nigeria. Deux faits inédits, Famourou, la CAN en Côte d'Ivoire permettra à certains jeunes joueurs de disputer leur première compétition, mais elle sera aussi marquée par la présence d'internationaux plus âgés. Oui, ils sont au nombre de 5. D'abord, l'attaquant ivoirien Max Alain Gradel, 36 ans, n'a pas encore donné d'indication sur la suite de sa carrière internationale entamée en 2011, 107 sélections, 17 buts, mais l'hypothèse qu'il dispute dans son pays sa dernière CAN est évidemment envisageable pour un footballeur qui a eu 36 ans au mois de novembre dernier. Il est l'un des derniers rescapés de l'édition 2015 qui avait vu la Côte d'Ivoire remporter en Guinée équatoriale son deuxième titre après celui obtenu en 1992. Champion d'Afrique en 2019, l'attaquant algérien Islam Slimani, 35 ans, est aussi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale, 46 buts en 99 sélections. Très apprécié par son sélectionneur Djamel Belmadi, ses coéquipiers et les supporters des Fenech. L'ancien buteur du CR Belouizdad est un modèle de professionnalisme et il n'est pas interdit de penser qu'il étirera sa carrière internationale après la CAN. Le capitaine des Aigles de Carthage, Youssef Msakni, 33 ans, est un habitué des phases finales de CAN puisqu'il va disputer sa 8e CAN en Côte d'Ivoire. Ce joueur très doué techniquement, auteur de 23 buts en 99 sélections, est sans doute un des meilleurs footballeurs de l'histoire de la Tunisie. Il n'a toutefois remporté que le championnat d'Afrique des Nations en 2011 avec la sélection locale. Le fils du légendaire Abidi Pelé, André Ayou, 34 ans, n'a plus beaucoup de temps devant lui s'il veut égaler son père, champion d'Afrique avec les Black Stars en 1982 en Libye. André Ayou, qui va disputer sa 8e phase finale, reste un des atouts majeurs du Ghana, même si sa nonchalance lui joue parfois des tours. En Côte d'Ivoire, le Ghana ne sera pas favori et André Ayou, comme ceux qui étaient présents au Cameroun en 2022, s'évertuera d'abord à faire mieux qu'il y a 2 ans quand les Black Stars avaient quitté la CAN dès le premier tour. Et enfin en Côte d'Ivoire, le milieu de terrain et capitaine des Mamba du Mozambique, Elias Gaspar Pelembe, alias Dominguez, 40 ans, sera le joueur le plus âgé puisqu'il a fêté son 40e anniversaire au mois de novembre 2023. Il ne disputera que sa seconde CAN après celle de 2010 en Angola. Celui qui est surnommé Dominguez est une véritable star dans son pays. Le vétéran mozambicain qui compte 107 sélections et 16 buts depuis sa première cape en 2004 reste toujours aussi influent dans le jeu et de son équipe dont il est le véritable électron libre. Parlons de nos aigles, oui, les aigles du Mali qui sont arrivés à Korogo vendredi. Ils ont déjà fait 2 séances d'entraînement, Famoro. Oui, 2 autres séances étaient prévues aujourd'hui, ce matin et dans l'après-midi. Le groupe est au complet. Actuellement, tous les 27 joueurs sont aptes à démarrer dès le premier match contre l'Afrique du Sud, mardi 16 janvier 2024. Nos envoyés spéciaux sont Fotigi Tungara, Arjumatina, Abdul Salam Bambara, Aruna Djara et Hamad Landouré. Une forte équipe de l'ORTM en Côte d'Ivoire, appuyée par les agents d'ici pour que les aigles du Mali puissent hisser haut le drapeau du Mali lors de cette 34e CAN qui se déroule en terre ivoirienne. Alors, parlons à présent de la Supercoupe d'Espagne 2024. Le FC Barcelone
retrouve en finale son grand rival du Real Madrid qui entend prendre sa revanche sur l'édition 2023. Oui, ce sera ce dimanche soir à Riyad en Arabie Saoudite à 19h TU. Mais le Barça de Safi, qui avait remporté son premier titre sur le banc blaugrana en dominant le Real 3-1 déjà à Riyad, n'arrive pas favori face à des merengues invaincus depuis 20 rencontres, toutes compétitions confondues. Encore poussif dans le jeu, les Catalans ont eu du mal à se défaire d'Osasuna jeudi 2-0 au 12e de Liga et finaliste malheureux de la Coupe du Roi. Mais leur gestion de la fin de match leur donne un avantage certain sur les Madrilènes qui ont dû s'arracher au bout de la prolongation pour éliminer l'Atlético Madrid 5-3. Distancé en championnat par son rival historique et son voisin, le Girone, l'entraîneur catalan souhaite que la Supercoupe serve comme l'an passé de déclic pour ces hommes et les relance dans la défense de leur couronne de champion d'Espagne. La finale de l'an passé était un grand match, mais cette année, c'est différent. Madrid a changé de système et leur équipe n'a plus rien à voir à analyser. Xavi. Les merengues portés par leur recrue star Jude Bellingham, auteur d'une première partie de saison exceptionnelle, 17 buts en 22 matchs de Liga et de Ligue des Champions, ont faim d'aller conquérir le premier titre de la saison, a déclaré Carlo Ancelotti. Et puis pour terminer sur le plan national, la 13e journée du championnat de Ligue 1 démarre ce dimanche avec 7 matchs. Le choc de cette journée mettra aux prises le leader, l'AS Real de Bamako, et son dauphin, le Stade Malien de Bamako. La rencontre se joue au stade du 26 mars, coup d'envoi 15h45, temps universel. Demain lundi, le Sauvé reçoit le Djoloba AC en clôture de cette 13e journée. Ce sera sur le terrain de l'association sportive de Bamako, ASB. Merci beaucoup, Famourou Diorté, pour toutes ces informations sportives, ce qui nous conduit à la page santé de cette édition. Focus Santé. La chronique santé de ce journal s'intéresse à l'infertilité. Le problème est fréquent chez les couples et beaucoup de facteurs peuvent être un blocus pour la conception d'un enfant. Pour savoir tout sur les problèmes d'infertilité, Koumba Sissi et Adama Kamara sont allés à la rencontre du professeur Drissa Kariba Konaté. Il est gynécologue obstétricien. Reportage. Les problèmes liés à la conception d'un enfant dans un couple sont nombreux. Les infections génitales féminines et masculines, l'irrégularité du cycle et même l'azospermie peuvent être à l'origine de l'infertilité. Professeur Drissa Kariba Konaté, gynécologue obstétricien. C'est sur la femme que les infections causent vraiment les soucis de fertilité. Il y a les infections à chlamydier, il y a les infections à mycoplasme, il y a également d'autres infections comme les gonorrhées, les gardnerella vaginalis et autres. Au niveau de l'éjaculation, il y a deux problèmes. Un premier problème qui est situé au niveau de la production même des spermatozoïdes. C'est des gens chez qui le spermatozoïde n'est pas produit. Donc, dans le sperme, il y a le liquide, mais l'élément même essentiel pour la fécondité, le spermatozoïde n'existe pas. Le second cas, c'est les problèmes d'évacuation, c'est-à-dire le conduit qui amène le sperme au dehors. Souvent, c'est à ce niveau que c'est bouché suite à des infections sévères causant des inflammations et des obturations. En plus des infections, le fibrome utérin peut aussi provoquer l'infertilité chez la femme. Il y a un groupe de fibromes qu'il faut traiter parce qu'ils peuvent être effectivement responsables d'infertilité. Ça, c'est les fibromes qui sont situés à l'intérieur de l'utérus, qui sont intracavitaires ou bien qui sont sous-muqueux, donc qui sont vraiment en interne. Pour remédier au problème, le diagnostic des causes de l'infertilité est primordial. Professeur Drissa Kariba Konaté. Tout commence effectivement par l'examen de la femme, chez qui on va rechercher les infections. On va pousser pour faire un bilan hormonal, regarder si au niveau de la production des hormones, il n'y a pas de souci, voir si la femme a un cycle régulier. Ensuite, se suivra l'examen de l'organe génital féminin, à savoir le col, l'endomètre, les trompes et les ovaires. Chez l'homme, on fait le spermogramme pour regarder est-ce que la quantité des spermatozoïdes, la valeur est normale, est-ce que les spermatozoïdes sont bien mobiles, est-ce que leur forme est normale, est typique ou atypique. Une fois le problème connu, le traitement s'ensuit. Une fois qu'on a fait l'antibiogramme, le traitement adapté donné,
généralement, l'infection, on en arrive à guérir cette infection. En plus de l'antibiotique, il y a également des anti-inflammatoires qu'on donne. Les infections peuvent également provoquer des obstructions au niveau des trompes, boucher les trompes. Souvent, on utilise des méthodes de cathétérisme pour déboucher les trompes. Dans certains cas, si le traitement médicamenteux n'a pas été efficace, le dernier recours, c'est l'insémination. Professeur Drissa Kariba Konaté. Généralement, on va vers l'insémination quand on a essayé la méthode naturelle sans avoir de résultats probants. C'est en ce moment qu'on va vers l'insémination. Donc l'insémination va consister à prendre le spermatozoïde, préparer au laboratoire et de l'injecter dans l'utérus. Alors, ceux qui sont dans des cas similaires, la recherche de la cause est très importante. Elle permet d'établir le diagnostic et de prescrire le traitement à suivre. Focus Santé. 13h40 sur nos antennes. C'est ce numéro de Focus Santé qui met un terme à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la coordination éditoriale le rédacteur en chef Bourama Traoré, à la mise en onde de Bintou Traoré. La mise en ligne est assurée par Sekou Traoré. À la réalisation, Lassine Keita. Retrouvé dans un instant, juste après moi, Famourou Djourté dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Et à 19h30, la grande édition du soir. D'ici là, excellent moment de radio en notre compagnie. Bon dimanche.